Salut tout le monde! Essayez de compter combien de fois, directement ou non, vous avez utilisé la technologie aujourd'hui. 6. Bande de naïfs. Votre brosse à dents, la serrure, vos clés, la carrosserie de votre voiture, autant d'objets ayant été probablement construits dans des usines automatisées, gérées par des ordinateurs. Votre canapé design, probablement modélisé en 3D avant réalisation. Le livre que vous avez lu, tapé sur ordinateur, imprimé par des machines électroniques. La résistance de votre voiture à un choc quelconque, simulée des milliers de fois par un programme informatique. Vous avez compris l'exemple. L'informatique est partout dans le monde actuel, à tel point que s'en passer relève plus de l'impossible que du défi. Mais quelle est l'histoire des ordinateurs? Jusqu'à quand remonte ce besoin humain de calculer à l'aide d'une machine? Eh bien, que vous soyez curieux ou non, j'apporterai la réponse à cette question au cours de cet épisode. Générique! Nous avons toujours eu besoin des mathématiques. Que ce soit pour comprendre le monde, tout simplement pour savoir combien de moutons je vais refiler à Apollon et combien de peut-être ça va me rapporter. Et comprendre le monde, connard, va. Oh, t'as pas une tarte, toi, hein? Les Pyrénées en 2016. Des moutons, des maths, un terroir. Pour compter, de nombreuses sociétés ont instinctivement choisi le système décimal, de base 10. Pourquoi? L'humain, égocentrique, mais pas compliqué. Mais il y a aussi eu d'autres bases, notamment la base 60, qui nous sert toujours pour compter le temps, ou la base 20, la base 16, etc., etc. Et comme calculer soi-même, c'est sympa un moment, mais ça devient vite chiant, l'homme a vite fait d'inventer des machines pour simplifier la tâche ou carrément le faire à sa place. Ainsi apparurent les abacs, principaux outils de calcul. Les bouliers et autres variations occidentales en sont les principaux représentants, même si les Grecs se servaient déjà de machines de calcul bien avant. Ils sont d'ailleurs les créateurs des calculateurs analogiques anciens. Oui, monsieur. Analo quoi? Calculateur analogique, c'est une machine utilisant des algorithmes pour... quoi? Algorithmes, ce sont des suites de calculs déterminés qui servent à résoudre un problème. Quoi? Le problème ici, c'est toi. Les calculateurs analogiques servent donc à reproduire un phénomène physique compliqué de manière plus simple en utilisant les mêmes équations pour le résoudre. Et quoi? Tes égalités mathématiques, tu peux plus gérer ça! Ok. Un bon exemple est la machine d'Anticythère. C'était tout bêtement un système solaire simplifié. À l'aide de son système de rouage complexe, ce calculateur rassemblait une bonne partie des connaissances grecques en astronomie. Grâce aux différents réglages, on pouvait, par exemple, connaître les dates des éclipses solaires ou lunaires à venir. Les calculateurs analogiques resteront très utilisés jusqu'au XXe siècle, avant d'être dépassés par l'électronique. Continuons notre avancée dans le temps, et retrouvons-nous au début du XXe siècle, lorsque les calculateurs et les premières machines programmables apparaissent. Programme quoi? Programmable signifie suivant les instructions d'un programme, qui est lui-même une suite d'opérations d'ordre que l'ordinateur, ou à l'époque le calculateur analogique, a à effectuer. Ne pas confondre un calculateur analogique, qui sert à reproduire un problème physique, un calculateur, qui ne sert qu'à calculer, et un calculateur programmable, qui est l'ancêtre des ordinateurs. Au début, ces programmes n'étaient que des feuilles perforées, utilisées par exemple dans les machines à tisser automatisées ou dans les boîtes à musique. Automatisées. Cependant, en 1936, Alan Matheson Turing in English, please, publie un article dans une revue scientifique. Mais pas n'importe quel article, non, et pas n'importe quelle revue, non. Je me rappelle plus de la revue, mais l'article est nommé Uncomputable Numbers. This is an application to the H problem. Ainsi, Alan Turing définit pour la première fois la notion d'ordinateur programmable et de programme. Là, vous allez me dire, mais puisqu'il les utilisait avant, il devait bien savoir à quoi ça servait, non? Il savait ce que c'était, alors viens pas nous faire chier. Eh bien, pas vraiment. Déjà parce qu'on pensait bien différemment, et surtout que les applications étaient très pratiques, n'ayant rien à voir avec celles des vrais premiers ordinateurs. La preuve, les lois de Turing n'auront pas d'application avant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire 4 ans plus tard. 4 ans entre la rédaction du mode d'emploi et la construction d'un ordinateur, pour simplifier, ça fait pas mal quoi.
Donc, pour faire court, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands s'échangeaient des messages grâce à une machine appelée Enigma, qui les cryptait et qui formait des codes réputés incassables par les humains. Sauf que le Royaume-Uni n'utilisait pas de personne pour décrypter les messages nazis. Et ouais, les bombes étaient le nom des machines conçues pour capter et décoder les messages secrets allemands. Selon certains spécialistes, cette innovation a permis de raccourcir la guerre de 2 ans. On parle de 2 ans du XXe siècle en temps de guerre. Inutile de vous dire que ça a sauvé un bon nombre de vies. C'est également une des raisons du succès du débarquement. Et le plus fort dans cette histoire, c'est que les Allemands n'ont jamais su que les Alliés pouvaient lire leurs messages. Ils n'avaient même pas su comprendre la place capitale que prendrait l'informatique dans cette guerre. Faisons une pause dans l'histoire et intéressons-nous à la manière dont les ordinateurs traitent les calculs. Ça, c'est un processeur, la partie de l'ordinateur où l'on traite les calculs. Très bien Polo, tu auras un demi-point de plus au prochain contrôle. Il est composé de d'interrupteurs reliés entre eux par des systèmes appelés portes logiques. J'irai pas plus loin de ce côté-là car c'est trop compliqué et il faudrait faire un épisode entier qui serait de plus pas très intéressant, honnêtement, pour vous expliquer comment elles fonctionnent. Reprenons. Jusqu'en 1945, les ordinateurs utilisaient le système décimal. Ça peut paraître anodin dit comme ça, mais les processeurs ont de mal à apprendre, à maîtriser et à utiliser ce langage. Bah ouais, les calculs sont faits grâce à une suite d'interrupteurs qui ne peuvent être qu'allumés ou éteints. Dans ces conditions, il paraît beaucoup plus logique de compter en binaire, en attribuant une valeur de 1 à un interrupteur fermé et de 0 à un interrupteur ouvert. Alors pourquoi 0 et 1? C'est totalement arbitraire. On aurait aussi bien pu compter en orange ou en poire, ou choisir quelque chose de plus original. Je vais maintenant vous apprendre à lire en binaire. Ne vous inquiétez pas, c'est relativement simple. Le binaire se lit de droite à gauche en doublant les valeurs de la case précédente. Prenons un exemple. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Une colonne s'appelle un bit. Donc on va commencer par attribuer une valeur à chaque colonne. La première colonne, c'est 1. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on double les valeurs de la case précédente. Donc la deuxième, c'est 1 fois 2 égale 2. La troisième, 2 fois 2 égale 4, et ainsi de suite. Bon, là, on a numéroté les colonnes. Maintenant, additionnez les valeurs des bits 1. Ce sont ceux-là qui vont compter. Les bits 0 servent juste de repère. Ici, ça nous donne de droite à gauche 4 plus 8 plus 32. En les additionnant, on obtient 44. 8 bits, comme ici, forment un octet. Pourquoi 8? Parce qu'on a décidé arbitrairement qu'à partir de 65 en binaire, un octet correspondait à une lettre à partir de 65. Petite note, 8 bits forment un octet. Donc un kilooctet, c'est 1000 octets, soit 8000 bits. Un mégaoctet... Bon voilà, vous avez compris. C'est de là que viennent les termes des espaces de stockage. Ainsi, si en binaire vous comptez 65, ça veut dire A majuscule, 66 B majuscule, 67 C majuscule, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo de Scrotum de Poulpe, qui complétera les bases que je viens de donner. Vous vous souvenez des interrupteurs dont je vous parlais? Eh bien jusqu'en 1956, ils ressemblaient à peu près à ça. Oui, du coup, les premiers ordinateurs étaient un peu encombrants. ENIAC, par exemple, qui opérait pour l'armée américaine dans le calcul balistique à partir de 1945, pesait 30 tonnes et occupait 167 mètres carrés, c'est-à-dire la taille d'une grande maison. C'était un peu encombrant, alors on est passé au transistor, qui jouait et joue toujours aujourd'hui le rôle d'interrupteur dans l'ordinateur, à partir de 56. On parle de la deuxième génération d'ordinateurs. Les prémices de la troisième génération arrivent en 1958. Lorsque Jacques Kilby invente les circuits imprimés. Fini les câbles enchevêtrés et les ordinateurs qui occupaient des pièces entières. Désormais, tous les composants tiennent sur une seule carte électronique. Le matériau principal est le silicium, métal semi-conducteur peu cher et pratique pour l'organisation interne d'un ordinateur. Lorsque cette innovation arrive sur le marché en 1963, elle mènera à une véritable révolution informatique. À partir de là, on ira vers une miniaturisation progressive des composants électroniques jusqu'à parler de mini-ordinateurs dans les années 70. Arrivent ensuite les multicore et les ordinateurs portables, respectivement dans les années 90 et 2000. Aujourd'hui, nous avons vu l'histoire des ordinateurs des temps anciens à nos jours. Le talent compté en binaire a également été ajouté à votre arbre de compétences et vous connaissez maintenant les grandes lignes de l'histoire de l'électronique et de la miniaturisation. Mais le sujet est loin d'être clos. Dans 15 jours à un mois environ, nous nous retrouverons pour étudier la loi de Moore, comprendre comment fonctionne vraiment un ordinateur, voir quelles sont les limites actuelles de la technologie telle qu'elle est aujourd'hui et explorer les pistes pour le futur. Bon, moi je retourne au boulot. Je vous laisse avec un palmarès des ordinateurs les plus célèbres de la troisième génération à aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ou à mettre un commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Transmission terminée!
1964.